Merci Jérôme Durin de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur socialiste de Saône-et-Loire, vice-président de la commission des lois du Sénat. On va parler de l'audition de Gérald Darmanin dans quelques instants. Ce sera cet après-midi. Mais d'abord, on va parler de ce qui s'est passé hier, puisqu'Emmanuel Macron, on l'a vu, a reçu plus de 200 maires qui ont été touchés par les émeutes. Retour à l'ordre durable, républicain, que nous voulons tous et auquel nous allons nous atteler, y compris avec des moyens exceptionnels. C'est ce qu'a dit le chef de l'État. Est-ce que le message est le bon ? Il fallait évidemment recevoir les maires. Je ne sais pas si le message est le bon. Ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que sur le terrain, puisque dans mon propre département, des communes ont été durement touchées, il y a une véritable attente d'aide de l'État par les maires pour réparer ce qui a été abîmé, des mairies brûlées, des salles polyvalentes détériorées, du matériel public endommagé. Évidemment, on a besoin de l'État. La question maintenant, c'est, au-delà des annonces, quel calendrier ? Et on voit qu'au strict plan législatif, ça va être compliqué de mettre ça en œuvre, puisqu'il y a une loi exceptionnelle de programmation, une loi d'urgence de programmation de moyens. Donc, quand ? C'est la question que j'allais vous poser, parce qu'effectivement, il a annoncé la loi, il n'a pas donné de détails, il n'a pas donné de calendrier. Est-ce que pour vous, ça peut être examiné avant l'été ? C'est très serré. J'ai le sentiment que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se demande comment elle fait entrer au chausse-pied ce nouveau texte dans une session extraordinaire qui est déjà bien encombrée et qui s'arrête le 21 juillet. Il va falloir aller très vite parce que l'urgence sur le terrain, elle est là. Est-ce que pour vous, cette loi, elle doit contenir un fonds d'urgence pour les communes qui ont été touchées par ces émeutes ? Est-ce que c'est à l'État de payer ? Oui, il faut que l'État apporte son concours à ce qui s'est passé. Et d'une certaine manière, l'État est aussi un peu responsable de ce qui s'est passé. Il y a une solidarité nationale qui doit s'exprimer. Les maires ont vu des circonstances extérieures intervenir chez eux. Et l'embrasement, il doit beaucoup à des causes nationales. Donc il est normal que l'État soit là au rendez-vous. Est-ce qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, notamment à la Île-et-Rose, avec le domicile du maire Vincent Jeanbrun qui a été attaqué, vous auriez souhaité que le président de la République annonce de nouvelles mesures de protection contre les élus ? On ne cesse d'énumérer des mesures de protection. Alors on durcit, on a beaucoup de dispositions, d'amendements dans l'émotion qui correspondent à des faits réels. Je pense que le problème de fond, c'est le climat politique et social du pays. C'est sur ça qu'il faut travailler. Et le problème, c'est aussi la réponse judiciaire. C'est la réponse judiciaire. Il y a une loi. C'est pas les mesures qui manquent, c'est qu'elles sont pas forcément appliquées. C'est déjà appliquer la loi. C'est déjà appliquer la loi. Et puis c'est changer le climat, parce que là, on est dans la réparation, on est dans le maintien de l'ordre, mais en amont, il faut pacifier le débat politique et le climat social. Est-ce que les socialistes demandent un débat parlementaire sur ces émeutes et sur la sortie de crise? Quelle est l'utilité ? Ça permet quand même de mettre au jour les raisons profondes de ce qui s'est passé. Alors on sait que c'est multifactoriel. On a beaucoup incriminé les familles monoparentales, les mères célibataires, le déficit de la politique de la ville. Ça explique une partie des raisons de l'embrasement, mais dans certaines zones, comme celle dont je suis le représentant, il y a sans doute d'autres. Il y a une espèce de contamination, un mimétisme. On n'est pas forcément dans des quartiers politiques de la ville très durement touchés par les difficultés, pas partout en tout cas. Il y a aussi un sujet entre la police et la population. Il va falloir qu'on revienne sur cette question. Justement, on va en parler des rapports entre la police et la population. Et d'abord, cette information qu'on a appris qu'un homme de 27 ans est mort à Marseille dans la nuit de samedi à dimanche. Une enquête a été ouverte. Et selon les premiers éléments de l'enquête, il est probable que le décès ait été causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile type flashball. Qu'en dites-vous ? On était presque heureux de voir que malgré la violence des incidents, il n'y avait pas eu de blessés, de morts. Voilà, donc il faudra que l'enquête fasse toute la lumière sur ce qui s'est passé. On reviendra, j'imagine, dans notre conversation sur la question du contrôle de la police et des enquêtes. Et je pense que on est au cœur du sujet. Et de la question du maintien de l'ordre. Mais d'abord, vous auditionnez cet après-midi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur la gestion de ces émeutes. Est-ce que l'exécutif a bien géré sur le plan du maintien de l'ordre ? Écoutez, je crois qu'ils ont dépêché le président de la République, la première ministre et le ministre de l'Intérieur beaucoup de moyens. On a parlé de 45 000 forces employées. Donc, globalement, si la situation s'apaise
on aura quand même circonscrit dans le temps les difficultés, même si les dégâts ont été immenses, puisqu'il y a eu en quelques jours autant de dégâts qu'en 2005 sur 3 semaines. La question, je pense, elle est en amont. Le maintien de l'ordre, je pense qu'on a fait le travail. J'ai moi-même vu dans mon département les forces qui étaient dépêchées à Mâcon. Donc je crois que là, on a plutôt été au rendez-vous, mais malheureusement, c'est un peu tard et c'est tout ce qui précède qui pose problème. Qu'est-ce que vous attendez du coup cet après-midi de Gérald Darmanin? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoutez, nous, on a eu un débat très, très nourri pendant la LOPMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a quelques mois, sur les refus d'obtempérer. On était revenu, mon groupe, et j'en étais l'orateur, sur cette question de la loi 2017, l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, la fameuse faculté d'utiliser son arme pour les forces de l'ordre en cas de refus d'obtempérer. Et je pense qu'il faudra quand même s'intéresser aux faits générateurs. Et puis, plus généralement... Donc il faut revenir sur cet article. La France Insoumise dit qu'il faut l'abroger. Moi, je pense qu'il faut l'évaluer. En plus, c'est une loi qui a été portée par les socialistes, donc je suis assez à l'aise pour dire c'est notre travail de voter la loi, c'est notre travail de l'évaluer. Donc il ne faut pas dire c'est un permis de tuer, cette formule elle est odieuse. Ça va trop loin. Elle est odieuse, et puis elle ne correspond pas à la réalité. En revanche, la réalité c'est qu'il faut qu'on fasse ce travail d'évaluation. Il y a des chercheurs qui documentent un nombre plus important de tirs et de tirs mortels depuis la mise en œuvre de cette loi. Donc, qu'en est-il? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est son application? Est-ce que c'est la formation des policiers? C'est notre travail d'évaluer tout ça. Et en fonction, la revoir? Éventuellement, bien sûr. Vous n'êtes pas fermé à une réécriture? Il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Il y a une fracture aujourd'hui entre la police et la population, selon vous? Oui. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de remonter aux sources du Beauvau de la sécurité. Vous vous souvenez de cette opération qui avait duré plusieurs mois. Et le fait générateur, c'était l'affaire Michel Zecler, qui était, entre guillemets, une affaire de violence policière, ou en tout cas un comportement inapproprié des forces de l'ordre. Et puis on est parti sur le Beauvau de la sécurité. L'affaire Zecler, c'était des violences illégitimes, entre guillemets, et puis c'était un soupçon de racisme. Une fois que le Beauvau de la sécurité est passé, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Et on a digéré... Qui a débouché sur la LOPMI, dont vous avez parlé. Voilà. Donc pour vous, c'était pas suffisant? C'était pas suffisant. On sait que le Beauvau de la sécurité, ça a été une vaste opération de RH, de ressources humaines pour le ministre de l'Intérieur et de communication à l'extérieur. Et au fond, on se rend compte qu'on n'a pas traité les questions qui méritaient d'être traitées, les questions systémiques d'usage de la force par la police, de racisme dans la police, de discrimination. Donc pour vous, il y a du racisme dans la police? À la marge, évidemment. Moi, j'ai côtoyé dans mon activité parlementaire, dans mes immersions, beaucoup de policiers. La plupart des policiers sont irréprochables. Donc vous ne dites pas comme certains à gauche, comme certains, la police est raciste? Mais c'est stupide et ça ne sert à rien. Mais il y a du racisme dans la police aussi. Il faut le dire. Donc du coup, ces questions-là, elles doivent être posées. On va parler des questions du maintien de l'ordre, puisque les mouvements sociaux de ces derniers mois ont reposé une nouvelle fois la question de la stratégie du maintien de l'ordre dans notre pays. Le 1er mai dernier, vous êtes infiltré au cœur de la Bravem. Cette unité de police, ça fait partie de vos droits de parlementaire. Notre journaliste Fabien Eckert vous a suivi. Il en a fait un reportage. Maintien de l'ordre, le malaise intérieur, c'est à voir sur notre antenne vendredi à 16h30. Il nous rejoint tout de suite pour en parler. Et Fabien Eckert qui s'installe. Bonjour Fabien, merci d'être là. Fabien, on diffuse, je le disais, votre documentaire vendredi à 16h30, Maintien de l'ordre, le malaise intérieur. Et dans ce documentaire, vous avez suivi Jérôme Durin sur le terrain. Alors on s'est penché sur ce sujet du maintien de l'ordre un peu pour les mêmes raisons que vous, Jérôme Durin, avec une interrogation. Comment expliquer le bilan humain de la France en la matière? Un bilan très lourd puisqu'on compte à ce stade 3 morts dans des opérations de maintien de l'ordre depuis 2014, de très nombreux manifestants mutilés pendant la crise des Gilets jaunes. Et plus récemment, 2 personnes dans le coma après les affrontements à Sainte-Soline. Et c'est justement après les événements de Sainte-Soline que la commission des lois du Sénat, à laquelle vous appartenez, Jérôme Durin, a auditionné le ministre de l'Intérieur. Et lors de cette audition, Gérald Darmanin vous a en quelque sorte lancé un défi. Je vous propose de le réécouter. C'était le 5 avril dernier. Passer une journée avec la Bravem pour voir ce qu'ils, toute la journée, ils ont comme violence en face d'eux. Alors, Jérôme Durin, vous avez pris Gérald Darmanin au mot et vous êtes donc parti en observation le 1er mai dernier avec une unité, alors non pas de la Bravem, mais de la BRAV, la Brigade de répression de l'action violente, non motorisée celle-ci. On vous a suivi ce jour-là et donc c'est l'objet de l'extrait qu'on va regarder maintenant.
L'unité de Jérôme Durain se déplace en parallèle de la manifestation, prête à charger en cas de débordement à l'avant du cortège. Grosse attaque et donc visiblement ils s'en prennent à des commerces et ça a tapé fort. Ils ont utilisé son gaz, donc tout le monde est un peu... Vous avez pris du gaz lacrymogène? Un peu là, ouais. Ils m'ont donné un décontaminant juste pour les yeux. Ils essayent d'organiser la fluidité du parcours pour pas que ça bloque, pas que ça fasse de point de fixation. Et donc, ils interviennent à échéance régulière, parfois contournent le dispositif, le défilé, pour que tout ça continue et de progresser. Et qu'est-ce qu'ils ont face à eux? Là, visiblement, c'est des unités de Black Bloc, ils appellent ça nébuleuse, qui s'en sont pris à des agences bancaires, à des commerces, effectivement en décodant. C'est quoi ça? Ça, c'est ce qui a été envoyé aux forces de l'ordre. Jérôme Durain, on le voit, vous avez pris Gérald Darmanin au mot et vous êtes allé suivre cette unité. Quel bilan vous tirez de cette expérience? D'abord, la confrontation avec la réalité. Le maintien de l'ordre, c'est sans doute, dans toutes les missions de la police, la mission la plus complexe. Et c'est le sale boulot. Et il faut reconnaître que ces unités-là, elles sont confrontées à la violence la plus crue. Donc, forcément, le maintien de l'ordre, il y a l'usage de la force, il y a des violences. Et la question pour nous, tous, citoyens, et pour moi comme parlementaire, c'est jusque quand cette violence elle est légitime, à quel moment elle devient illégitime. Et comment on exerce le maintien de l'ordre avec des moyens, un niveau de formation, une doctrine d'emploi qui est quand même protectrice des libertés publiques. Et ce que disait tout à l'heure Fabien Recker sur le nombre de blessés, les morts parfois, n'est pas admissible en démocratie, même si c'est une des missions extrêmes de la police. Mais est-ce que ça a changé votre vision? Parce que vous le dites dans le reportage de Fabien, vous aviez vos convictions, vous avez vos principes politiques et vous avez voulu les confronter à la réalité du terrain. Est-ce que, quand vous avez été confronté à cette réalité, ça a changé votre vision du travail de la police et du maintien de l'ordre? Évidemment, j'ai vu la complexité de la tâche, la confusion, la brutalité, la réalité opérationnelle, le bruit, les assauts des Black Blocs, les projectiles en tout genre, les mortiers. Forcément, ça change. J'ai vu aussi que l'image était partout. On se souvient du débat sur l'article 24 à l'époque de la sécurité globale. L'image est un enjeu extrêmement puissant. Qui était l'article sur la diffusion malveillante d'images de policiers qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, l'affaire Naël, le drame de Nanterre, il vient des images et d'une vidéo. Donc, je me suis rendu compte à quel point il fallait documenter ce qui se passe. Et du coup, ça interpelle sur la formation, j'y reviens, sur le contrôle externe, comment on vérifie ce qui se passe et comment on tient une mission qui est très dure, qui est très complexe, pour éviter que ça dégénère, parce que forcément, tous les ingrédients dans le maintien de l'ordre sont réunis pour que ça se passe mal. Donc il faut qu'à la fin que ça se passe bien. Oui, c'est la difficulté. Vous dites avoir été marqué par le niveau de violence que subissent les forces de l'ordre sur le terrain. Bien sûr. Alors on dira, il est naïf, le parlementaire, mais franchement, ce jour-là, je crois que ça tapait fort. Fabien, du coup, on va regarder la suite de votre reportage. Les violences en manifestation sont donc la faute de manifestants? Alors, les manifs ont changé. En tout cas, vous évoquiez le rôle grandissant de l'image. Et en marge des cortèges bien ordonnés, organisés par les syndicats avec des rituels et des savoir-faire, sont apparus des mouvements plus éruptifs, aussi plus violents. Le phénomène Black Bloc, les Gilets jaunes, ou plus récemment les manifs dites sauvages contre la réforme des retraites. Donc à partir de là, la question, c'est de savoir si le maintien de l'ordre n'a fait que réagir, finalement, que s'adapter, ou s'il porte quand même une part de responsabilité dans une spirale de violence. On a posé la question à Fabien Jobard, il est sociologue, spécialiste du maintien de l'ordre et de la police. Et Fabien Jobard nous invite à faire un peu d'histoire. Dans les années 90-2000, ce qui se multiplie en France sont ce qu'on appelle les violences urbaines. Il y a eu une contamination du maintien de l'ordre, c'est-à-dire de la gestion des manifestations, par les violences urbaines, la réponse aux violences urbaines,
telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle a été équipée, dotée, durant les années 90 et surtout durant les années 2000. Une décennie pendant laquelle le sociologue a observé ce qu'il appelle la brutalisation du maintien de l'ordre. C'est l'impact là qui est recherché. En violence urbaine, c'est l'impact. En maintien de l'ordre, on est sur une disposition tout à fait différente, en manifestation. Ce qui est recherché, c'est le contrôle des foules. On va essayer de faire en sorte que la foule aille d'un point à un autre sans commettre de dégâts. Et quand on a vu, notamment avec la loi travail 2016, les mouvements sociaux tels qu'on les connaît habituellement, revenir sur le devant de la scène. Le maintien de l'ordre, il avait été pendant 20 ans contaminé par les violences urbaines. Les équipements n'étaient pas les mêmes. Les doctrines n'étaient plus vraiment les mêmes. Et puis la culture aussi des policiers avait changé. Et c'est ça qui fait la dureté, l'âpreté, la violence de la réponse aux mouvements sociaux. Voilà, donc Fabien Jobard soulève notamment la question de l'équipement qui fait finalement la vraie spécificité du maintien de l'ordre français si on le compare aux pratiques des autres polices européennes. Et deux armes en particulier, le lanceur de balles de défense, le fameux LBD dont on a beaucoup entendu parler pendant les Gilets jaunes, et les grenades explosives, qu'elles dégagent du gaz ou qu'elles soient assourdissantes et dont l'explosion occasionne parfois des blessures graves. Et pour ce film, nous avons recueilli le témoignage d'une femme. Elle s'appelle Doris, elle a 50 ans, elle vit à Rouen, elle est syndiquée à la CGT. Elle travaille dans le milieu scolaire, elle n'a vraiment rien d'un membre du Black Bloc. Elle a fait toutes les manifs contre la réforme des retraites jusqu'à celle du 23 mars. Et ce jour-là, elle a essuyé un tir de grenade lancé par les forces de l'ordre qui lui a arraché le pouce. Donc elle est évidemment suivie médicalement, en arrêt de travail prolongé, on l'imagine. Et en fait, le cas de Doris soulève quand même une question. Comment est-il possible qu'une manifestante, entre guillemets, lambda, qui participe à une manifestation déclarée, puisse être victime d'une blessure aussi grave? Alors, Jérôme Durin, faut-il engager une réflexion sur l'armement des policiers dans le cadre du maintien de l'ordre? Oui, il faut la poursuivre. Il y a déjà eu une actualisation du schéma national du maintien de l'ordre, je crois que c'était il y a 2 ans. Il faut poursuivre cette réflexion à l'évidence. Et les dernières manifestations, le dernier cycle de manifestations sur les retraites prouvent qu'on n'est pas sorti, malgré cette actualisation du schéma national du maintien de l'ordre, malgré des rapports, il y en a eu un au Sénat sur la façon dont le maintien de l'ordre doit être exercé. On n'a pas encore fait notre mue vers quelque chose qui va vers la désescalade, ce que d'autres pays savent faire. Il ne faut pas être naïf sur la question. Les manifestations, la violence dans la rue, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens, d'une certaine manière. Donc, quand il y a des manifestations, à la fin, c'est compliqué. Mais normalement, on doit pouvoir tenir ça. Après, il y a un phénomène un peu spécifique qui est les Black Blocs, qui, eux, sont extrêmement violents et qui viennent uniquement pour la violence. Ce n'est pas simplement des manifestations qui tournent mal, c'est des gens qui viennent pour casser sans prendre personne. Donc là, sans doute qu'il faut aussi qu'on adapte notre dispositif à cette forme de violence particulière. La question du renseignement paraît importante aussi. C'est-à-dire que comment, en amont, on essaye d'éviter que des gens arrivent avec ces intentions et parfois ces outils pour s'en prendre au bien aux personnes. Et après, avoir les moyens de faire des arrestations préventives, du coup ? Arrestations préventives, moi je pense qu'il faut qu'on fasse quand même très attention à nos libertés publiques parce qu'on est quand même dans une période où ça va loin. Hein. On a eu il n'y a pas longtemps l'activation des téléphones à distance, la reconnaissance faciale proposée par un texte au Sénat. Je pense qu'il faut déjà qu'on applique ce qu'on a dans les cartons en termes de moyens et puis qu'on pacifie le climat. J'y reviens, mais dans une société bien organisée, les gens parlent un peu moins fort et s'expriment un peu moins fort. Donc si le climat social était un petit peu plus calme, et ça c'est vraiment du politique, on se pose les questions du maintien de l'ordre dans des termes différents. Et Fabien, d'ailleurs, pour rejoindre ce que dit Jérôme Durin, dans votre documentaire, ça pointe aussi les conséquences des baisses d'effectifs dans la police. Hein. Tout à fait. Et des baisses d'effectifs qui en fait ont eu pour conséquence d'envoyer en première ligne des policiers dont le maintien de l'ordre n'est pas le métier. Alors rappelons-nous la politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Cette politique, elle a eu aussi une incidence sur les policiers et notamment sur ceux qui sont dédiés normalement au maintien de l'ordre, c'est-à-dire les compagnies républicaines de sécurité, les CRS, les compagnies de gendarmes mobiles, qui sont donc des forces aguerries, formées au maintien de l'ordre et qui ont vu leurs effectifs baisser. Et quand, au moment des Gilets jaunes, les autorités ont dû faire face à des besoins
moyens humains énormes pour maintenir l'ordre à plein d'endroits différents du territoire en même temps, eh bien ces forces spécialisées, les forces mobiles, n'étaient plus assez nombreuses. Donc on a eu recours à des supplétifs, c'est-à-dire des fonctionnaires qui sont entre guillemets venus prêter main forte et qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre. Par exemple, des policiers venus des BAC, des brigades anticriminalité, dont le métier est d'abord de faire de l'interpellation, donc d'aller au contact. Et pour les syndicalistes policiers, c'est notamment ce qui explique certains dérapages. Et par exemple, le recours inconsidéré au LBD pendant les manifs de Gilets jaunes qui ont causé de très nombreuses mutilations. Jérôme Durin, c'est aussi pour vous l'une des clés, l'une des explications de ce qui se passe, cette baisse d'effectifs dans la police? Bien sûr, je reprendrai une formule d'un de vos collègues là, qui a fait une immersion dans un commissariat du Nord et qui donne cette formule d'un policier du commissariat qui dit à propos de la droite républicaine, la droite, ils nous adorent quand ils sont dans l'opposition parce qu'on est la sécurité, et puis dès qu'ils sont dans la majorité, ils se souviennent qu'on est des fonctionnaires et donc ils suppriment des postes. Bon, ben voilà, Sarkozy, les années Sarkozy, c'est ça. Et après, quand on supprime plus de 10 000 postes, on part de très loin. Et il y a un sujet de recrutement. Et les conditions de recrutement sont très difficiles. Le niveau de recrutement est d'ailleurs parfois assez bas. Ça a été dit dans des rapports sénatoriaux. Il y a la question de la formation qui est insuffisante. Là aussi, des rapports, notamment du Sénat, l'indiquent. Et quand on recrute mal, quand on forme mal, que la doctrine d'emploi est floue, ben voilà, ça donne ça. Des manifestations qui sont mal maîtrisées, des gens qui sont blessés ou tués, et parfois des gens qui sont utilisés pour autre chose que ce qu'ils savent faire. La police, c'est un terme un peu générique, mais derrière, il y a des spécialités. Il y a la police judiciaire, qui est assez malmenée. Il y a le maintien de l'ordre. Il y a ceux qui sont sur la voie publique. C'est des métiers différents. Donc, si on est utilisé pour faire autre chose que ce pourquoi on a été formé, forcément, ça donne... Mais est-ce que du coup, il y a eu des erreurs de part et d'autre? Parce que vous le dites, Nicolas Sarkozy, il a baissé les effectifs, mais la baisse de la durée de formation, ça ne vient pas de Nicolas Sarkozy. Est-ce que diminuer le temps de formation des policiers, ça a aussi été une erreur? Bien sûr, ça a été une erreur. D'ailleurs, il y a eu une modification de la doctrine du président Macron dans le dernier quinquennat, puisque, après avoir baissé, on est remonté à 18 mois, et c'est heureusement une disposition qui sera utile pour la suite. Mais encore, recrutement, attention. Et dans la LOPMI dont vous parlez, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, il y a une augmentation pour le coup des effectifs. Est-ce que du coup, ça va apaiser la situation? Ça peut diminuer les confrontations ou pas? Sur la LOPMI, j'ai presque envie de faire une adresse à Gérald Darmanin. On en veut pour notre argent. Nous, on a voté la LOPMI, c'est pas naturel pour nous. Et on en veut pour notre argent maintenant. On a mis 15 milliards en plus. Donc il faut que ça produise des effets. Et ça tarde. Et il faut reconnaître, alors ça commence à se déployer, mais les derniers événements, Nanterre, les problèmes systémiques qui ne sont pas résolus, il faut que la LOPMI les résolve. Sinon, on sera passé à côté du contrat qui a été passé. Dans le reportage de Fabien, vous dites on sent que les forces de l'ordre payent pour d'autres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est le bout de la chaîne, les forces de l'ordre. Quand le climat politique est aussi tendu, et je donnais à Fabien Recker une anecdote, à la fin de la manifestation Place de la Nation, quand je suis avec la colonne de la Brave et qu'on passe sous les sifflets des manifestants, on sent quelque chose qui ne concerne pas que la police. En gros, c'est la même scène que quelques années auparavant, après les attentats. À l'époque, les policiers étaient encensés, étaient applaudis, étaient encouragés. Et là, on passe sous les sifflets, les huées, les noms d'oiseaux. C'est donc quelque chose qui est abîmé. Et ça, les policiers ne le doivent pas qu'à leur propre action. Ils doivent à un climat politique. Et quand on s'en prend aux policiers un jour de manifestation, on s'en prend au pouvoir, on s'en prend à Emmanuel Macron. Donc, moi je le redis, c'est la pacification du débat public. Et puis c'est résoudre des questions qui se posent durement dans la société et qui n'ont toujours pas trouvé réponse. Le reportage, très instructif de Fabien, bravo pour ce reportage, est à voir sur notre antenne vendredi à 16h30 et déjà sur notre plateforme publicsena.fr. Merci beaucoup. Merci Fabien d'être venu et merci Jérôme Durin d'être venu. Évidemment, vous êtes au cœur de ce reportage qui est donc à voir sur notre antenne. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va revenir sur la rencontre entre Emmanuel Macron et les maires victimes d'émeutes. On sera avec l'un d'entre eux, Christophe Houillon, qui nous dira ce qu'il en a pensé. D'abord, on accueille notre invité, c'est Jean-Pierre Raffarin qui nous rejoint.